Merci à vous. Alors, nous allons débuter une nouvelle masterclass en compagnie de Valérie Guignon de Rennes 1. Bonjour. Bonjour. Qui va nous présenter un projet, le projet Camp OSV, qui est un projet de prototypage de véhicules en open source. Et open hardware. Et open hardware, donc un nouvel exemple d'hybridation et d'innovation dans le milieu universitaire et scientifique. Alors, de quoi s'agit-il? Comment cela est-ce possible et à quelles conditions? Valérie, vous allez essayer de nous éclairer sur tous ces points. Et puis, vous allez commencer tout simplement par dire qui vous êtes et le parcours, votre parcours un petit peu. Voilà. Merci. Merci. Donc Valérie Guichon, je suis ingénieure projet à l'Université de Rennes 1, à l'Institut d'électronique et télécommunication de Rennes depuis 2013. Initialement, j'étais coordinatrice d'un programme de développement, un programme expérimental pour l'État, économie et culture, de développement des métiers d'art au niveau de la région Bretagne. Donc je suis particulièrement intéressée par le processus dédié relatif aux recherches-actions et plus particulièrement celles qui intègrent le transfert de savoir-faire, de connaissances et d'échanges en vue d'un développement économique, social ou culturel, donc d'innovation. Voilà. Alors, comment vous êtes arrivée à Rennes, à votre parcours? Vous êtes bretonne? Oui, voilà, je suis bretonne. Attachée à votre territoire et à faire travailler les forces vives. Les forces vives. Effectivement, en fait, dès mes premières années, qui disaient programme expérimental de développement des métiers d'art, était mise en place d'actions collectives, un secteur qui était hybride. À l'époque, aujourd'hui, il y a une loi qui définit la notion de professionnel. À l'époque, tout cela n'existait pas. Donc, différents statuts, différentes disciplines. Donc, c'était en quelle année? On était en 95. Ouais. Et donc, chargée de la mise en place de ce programme de développement, j'ai initié donc des actions collectives pluridisciplinaires pour amener ce secteur d'activité à se rapprocher d'autres secteurs d'activité, donc des actions hybrides et expérimentales en lien avec le design, donc une action design métier d'art, en lien avec les professionnels du tourisme. Un réseau haute métier d'art Bretagne permettre de créer du beau ou du bon pour les restaurateurs dans du beau, pour les couverts, mais également les environnements de décoration. Un travail en lien également avec les collectivités locales d'insertion des métiers d'art dans la cité, donc un réseau aussi de villes en Bretagne. Pour faire des immersions d'un monde à un autre. Oui, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, sur le croisement, l'échange. Durant cette période également, j'ai été coordinatrice d'une action expérimentale pour le ministère de la Culture, transmission au savoir-faire rare. Donc, des entreprises... des entreprises qui avaient un savoir-faire qui générait une économie, donc des métiers économiquement viables, mais pour lesquels il n'y avait pas de formation initiale en France à cette période-là, ce qui rendait complexe le maintien économique dans le temps de ces activités à forte valeur ajoutée culturelle, donc également un patrimoine, considérant que la culture, le patrimoine culturel était préservé sous réserve qu'il y ait une économie qui soit liée en fait. Donc dans ce cadre-là, j'ai effectivement fait appel à une expertise extérieure, un psychothérapeute chercheur au CNRS qui a formé des binômes maîtres-élèves d'une douzaine au total, non 16 au total de métiers au travers de la Bretagne. Je me suis à cette occasion également formée, parce que j'ai participé à toute cette action, à l'explicitation. Donc je me suis mis en place un traité d'explicitation des savoir-faire. Et je pense que... Qui vous a servi, qui vous sert maintenant? Et en fait, qui me sert maintenant, ce que je vis dans le Lab Fab de l'Université de Rennes 1, au travers du projet Camp OSV. Je suis sur ces processus dédiés aux rencontres intergénérationnelles où on retrouve de la mixité sociale, on retrouve aussi bien des chercheurs. Beaucoup de similitudes, mais on va en parler. Voilà. Alors, comment vous êtes arrivé à Rennes 1? On va dire qu'il y a eu Oui, voilà. Il y a combien de temps? Je suis arrivée à Rennes 1 en 2004. Là, j'ai été appelée, on va dire, plus par des institutions Europe, État, où j'ai instruit des projets publics de recherche en Bretagne. Donc, une activité aussi assez intéressante pendant 6-7 ans, qui m'a permis aussi de mieux, connaître
la gestion de projets, les projets institutionnels qui font notre développement à nous, acteurs au sein du terrain, qu'on soit entreprise ou autre. Et donc ensuite, j'ai en 2013, voilà, j'ai fait ça pendant 6-7 ans, la gestion de programmes dans les institutions. Tout ça vous a emmené vers le projet dont on va parler? Non, en 2013, j'avais envie de revenir sur le terrain en fait. Je pense que ça fait partie de ma nature d'être plus proche des entreprises. Voilà, et j'étais intéressée par une fiche de poste qui a été d'ingénieur dans une unité, donc l'Institut en électronique et télécommunication de Rennes, et ils m'ont retenue. Lors de mon arrivée, donc je suis arrivée en 2013, il y a 3 ans, j'ai fait une enquête de terrain pour mieux connaître les enseignants-chercheurs et chercheurs. Votre mission, c'était laquelle? C'était de mettre en place un projet spécifique ou pas du tout à ce moment-là? D'accompagner les chercheurs à l'élaboration de leur projet en lien avec leur environnement, qui comprend effectivement les institutions publiques, mais qui comprend également des sociétés, des entités économiques, des entreprises, qui comprend d'autres laboratoires pour la mise en place de recherche pluridisciplinaire. Voilà, donc, et notamment en matière de valorisation, donc d'innovation. Donc j'accompagne ponctuellement en fait les chercheurs et un travail plus de fond, c'est-à-dire de mettre en place les processus et les relations qui permettent aux chercheurs d'être plus en lien avec les évolutions de leur société. Donc, de moins travailler en autarcie, peut-être être plus ouvert. En fait, lors de cette enquête de terrain, à l'issue de l'enquête de terrain, j'ai fait une petite étude que j'ai proposée à mon directeur. Que j'ai transmis à mon directeur, par laquelle je proposais donc un rapprochement auprès des chercheurs, mais professionnels également, en art visuel, art appliqué, art plastique, métier d'art. Et donc, mon directeur a retenu la proposition et m'a donné carte blanche pour mettre en place le projet. Alors comment on arrive à un projet véhicule? Ouais, voilà. Alors en fait, pourquoi la voiture et quels acteurs autour de la table finalement? Quel a été votre travail? Qui travaille et comment? En open source, openware, c'est ça? Et open hardware. Hardware. Alors en fait, ça veut dire quoi concrètement? Initialement, sur le projet rapprochement art-sciences, donc ce que j'ai constaté, c'est une forte motivation des uns et des autres. On avait en face des artistes plasticiens et en face des mathématiciens, et en même temps des freins qui étaient liés à l'activité inhérente à la recherche, avec des contraintes, des obligations de publier, des obligations de participer à des congrès, de faire des communications publiques, qui fait que ça rend complexe la pluridisciplinarité véritablement, la transmission de savoir et de connaissances pluridisciplinaires. Et en fait, au-delà de ces discussions, parce qu'il faut passer très rapidement aussi à des actions pratiques de makers, comme on retrouve dans les Fab Labs, pour conserver cette énergie positive que j'avais pu constater dans les rencontres, ce grand intérêt des uns et des autres de travailler ensemble. Oui. Et le projet et le fait de travailler ensemble, c'était quelque chose de travailler ensemble, c'est-à-dire de créer des projets ensemble, de manière collaborative. Donc là, j'ai repensé au cadre Fab Lab que je connaissais, que j'avais de par mes lectures. Et donc, vous êtes dit, c'est comme ça, c'est par cette porte d'entrée. Voilà, qui est quand même labellisé aussi par le MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui a 30 ans d'expérience, qui a mis en place un label, qui s'est doté en fait, qui a créé un outil d'innovation qui est dont les résultats sont assez marquants, puisque le MIT, est l'institut qui crée le plus de start-up de référence en matière de transfert et de valorisation. Alors comment on fait concrètement quand on se dit on va faire un projet? Voilà, donc en fait, la voiture, pourquoi? Alors la voiture, donc voilà, on m'a demandé de constituer en fait l'espace Fab Lab de l'université, dont le premier projet, le projet voiture. Constituer le Fab Lab de l'université, c'était aussi que les enseignants chercheurs et chercheurs s'approprient véritablement, sachant qu'il existait sur Rennes des sites la Fab, que la ville de Rennes elle-même a fortement porté, soutenu ces initiatives locales. Donc j'ai organisé des visites
des Lab Fab qui m'ont permis de rentrer en contact avec, pour les enseignants-chercheurs, les visites, qui m'ont permis de rentrer en contact avec les coordinateurs, Fab managers des autres sites. Et la ville de Rennes avait proposé lors d'une rencontre donc, de travailler, pourquoi pas, sur l'idée de prototypage d'un véhicule. J'ai retenu l'idée d'une part parce que historiquement, la voiture aussi sur le territoire. Ah oui, alors historiquement, c'était intéressant, on va dire, de manière en matière de société, puisque localement Rennes a une culture industrielle très forte avec la thématique automobile. Et d'autre part, ce projet permettait au sein de l'université de Rennes 1, voire du campus, de plusieurs établissements, de croiser des disciplines de physique, électronique, informatique, mécatronique, et y compris également avec les autres Lab Fab du territoire rennais, dont on va dire un historique qui est géré à l'École européenne supérieure des arts de Bretagne, puisque le véhicule fait aussi appel à des expertises en art visuel. Donc voilà, je trouvais l'objet intéressant pour une première opération. Certes, un objet complexe, difficile. Et l'objectif, c'est de quoi alors? De créer une voiture? Voilà, alors l'objectif, c'est de prototyper un véhicule open source et open hardware. Donc là, on applique, je dirais, la méthodologie qui est proposée par le MIT, la charte du MIT, c'est-à-dire de documenter le procédé de fabrication de l'objet. On pourra en parler après. Et je retrouve mon fil conducteur. Super. Non, donc en fait, nous sommes sur cet objet-là. Vous constituez votre groupe sur les procédés du MIT. Voilà, je constitue le groupe. Je fais appel à différentes expertises, donc au sein de... Bon, sachant que j'étais déjà dans un mouvement avec le projet Art Visuel en Sciences, effectivement l'électronique, le laboratoire où je suis, mais ses partenaires académiques, donc déjà la physique, la chimie, l'informatique. Donc le réseau était constitué en fait finalement. Mais la difficulté, elle est peut-être plus aller travailler et chercher à l'extérieur. Des entrepreneurs, des personnes qui sont impliquées. Vous m'avez dit, il y a de tout. Oui, de tout. Alors en fait, ils sont venus tout seuls. Aussi parce que le projet, dès le départ, intègre non seulement le prototypage d'un véhicule, mais également le prototypage, voire le prototypage de son environnement. Dans le sens où on a aujourd'hui des problématiques où on essaye, en tous les cas, chacun d'entre nous, dans nos diverses activités, de prendre en compte la dimension environnementale. La mobilité est vraiment au cœur de ces problématiques, individuellement, quotidiennement. Quelle voiture pour quelle mobilité, avec quelle source d'énergie? Voilà. Et donc, pour le coup, la méthodologie open source et open hardware nous a semblé être intéressante, puisqu'elle permet en fait... Dès lors qu'on a une base documentaire, aujourd'hui tous les outils dédiés à l'automobile sont fermés, on n'a pas accès. Et cependant, parce que réservés ou alors en possession, c'est et ne permet pas, on va dire, l'adaptation de créer des produits, certes peut-être en petite quantité, mais adaptés à des besoins spécifiques localement. L'open source a cette possibilité de donner des bases d'informations qui permettent à des entités de s'emparer de ces informations pour créer également des produits et des services qui soient adaptés à des niches de marché, mais qui en termes de valeur, puisqu'on est vraiment la valorisation, c'est la création de valeur, en termes de valeur est très riche et porteuse d'économie également. Mais on en est où par rapport au projet, aux rencontres, le Fab Lab? On en est au début? Oui, on en est au début. C'est compliqué de réunir tout le monde? Comment on participe finalement? Est-ce qu'il faut se réunir physiquement? Le travail se fait collaboratif? J'ai été étonnée en fait parce que c'est vrai que depuis le début de ma carrière, j'ai organisé comme je le disais tout à l'heure, à plusieurs reprises des actions transversales faisant appel à plusieurs disciplines, à plusieurs statuts. Et là, j'ai été étonnée par la forte motivation des personnes à participer au projet, dans le but de construire de manière collaborative, avec un objectif
ou des résultats communs pour la société, pour un résultat collectif en fait. Oui. Dans une société un peu individualiste, ça peut dénoter du coup peut-être mettre un équilibre, faire un équilibre. Absolument, tout à fait. Et ça, j'étais surprise, c'est assez récent, hein, je l'ai vécu au printemps dernier la première fois, mais j'ai été étonnée je le constate que c'est un élément moteur en tous les cas qui amène les personnes à venir il y a une vraie volonté, une vraie oui, voilà, de participer à un résultat dont une construction, un prototypage dont le résultat pourra bénéficier au territoire localement. Alors concrètement, chacun apporte sa petite pierre? Alors concrètement, chacun apporte sa petite pierre. Il est vrai que dès le départ, j'ai intégré la notion de l'environnement local, puisque lors du premier événement, donc le bootcamp en avril dernier, qui est le premier événement, au niveau du programme, j'ai fait intervenir des personnes de la ville, de Keolis, gestionnaire des transports en commun au niveau de la collectivité. Rennes Métropole. Un économiste spécialisé en mobilité, également des usagers. Il y avait une association d'usagers qui permettait aussi aux experts en technologie, si je puis dire, qui soient entrepreneurs, demandeurs d'emploi, chercheurs, enseignants, de s'approprier cet environnement localement. Et ça a été porteur aussi de motivation, à savoir que ces entités ou ces acteurs usagers ou responsables du développement localement ont bien communiqué leur motivation aussi au projet, l'intérêt leurs besoins peut-être, et leurs besoins, leurs attentes. Voilà, et leurs attentes. Donc ça, je pense que c'est vraiment porteur et ça allait aussi ça vient conforter la dynamique collective et quelque part la création d'une communauté qui est en train de se créer là au travers du projet Camp OSV. Donc on a vu des gens qui arrivent qui sont de tout milieu, de tout d'univers, des universitaires, des chefs d'entreprise. Absolument, des chefs d'entreprise, alors des professions libérales, des ingénieurs dans des grands groupes industriels, des demandeurs d'emploi, des étudiants. Ils communiquent comment tout ce petit monde-là? Parce qu'ils ne viennent pas des mêmes mondes, ils n'ont pas les mêmes codes. Oui. Comment est-ce qu'on fait avancer un projet en open source? Alors en fait, ils communiquent par la pratique, tout simplement. Oui. Assez naturellement. Le non-verbal est plus simple que le... voilà, c'est-à-dire que c'est la technique qui est le lien, enfin l'objet de la communication, et que effectivement, parfois, chacun d'entre eux pourrait bien s'assurer que leur communication, enfin que la communication passe bien. Ils utilisent des outils, qui le croquis, la démonstration technique de prototyper avec des outils sur un système électronique par exemple, mais également bien sûr en support au verbal. Et donc là vraiment on rentre pleinement dans les processus liés à l'explicitation des savoir-faire, c'est-à-dire la mise en geste qui vient faciliter la mise en mots, puis dans un troisième temps la mise en code des procédés de fabrication. Et donc finalement qui permet à ces différents publics de travailler ensemble et de prototyper. Et dans un univers neutre, on va dire, quelque part? Oui, un peu connoté, mais l'espace et c'est vraiment, pour le coup, l'espace Fab Lab, qui est tout simplement un atelier, favorise ces échanges, dans le sens où ces espaces sont dénués de sens institutionnel. Ce sont des ateliers qu'on peut reproduire dans des espaces comme celui où nous nous trouvons. Il n'y a pas de hiérarchie, d'ordre hiérarchique. Il n'y a pas de hiérarchie, il y a des outils, il y a des machines. Je pense également que tout simplement le fait de pouvoir se mouvoir librement dans l'espace, être assis, être debout, favorise aussi la libération des esprits et donc de la créativité. Donc, j'ai envie de dire, on retrouve là dans les Lab Fab, moi je le vis à travers le Camp OSV, mais d'autres projets également du Lab Fab, l'ensemble des constituantes, en tous les cas, qui favorisent la transmission de connaissances, de savoir-faire et donc de créer de la richesse pluridisciplinaire. Est-ce que vous êtes fixé un objectif en termes de date, de temps, ou de mettre en place de nouveaux outils? Vous réfléchissez peut-être à des nouveaux dispositifs pour faciliter les choses? Alors oui, oui, dans le sens où effectivement, globalement, ce projet Camp OSV a débuté véritablement, on va dire, il y a 1 an.
Sachant que le premier événement a eu lieu, la première rencontre avec les prototypeurs a eu lieu en printemps dernier, donc à peu près 6 mois. Et initialement, on pensait aller beaucoup plus vite. On s'est rendu compte, parce qu'on a acquis un châssis de véhicule à une entreprise italienne qui annonce fabriquer un véhicule open source qui finalement n'est pas open du tout. Donc on a fait ce constat lors du premier bootcamp. On l'a confirmé là en septembre dernier. Donc effectivement, on a pris du retard, mais c'est pas du retard puisque... En fait, il faut prendre plus de temps que prévu. Voilà, plus de temps que prévu. On a fait le choix, compte tenu de notre objectif aussi de tester l'innovation telle qu'appliquée par le MIT, de mettre en place un projet open source et open hardware dans son intégrité la plus totale, donc d'être rigoureux aussi et de tout faire pour atteindre ce résultat, quel que soit le temps nécessaire à. Donc là, on est dans une démarche de rendre, d'ouvrir, on va dire, ce véhicule, et également, finalement, on se rend compte qu'on a besoin de construire les outils qui nous permettent de le faire et de le faire de manière collaborative. Donc là, c'est une des tâches sur laquelle nous travaillons actuellement, c'est d'organiser un système d'information du véhicule, enfin un système d'information qui sera utilisé pour bien d'autres, à terme de conception 3D d'objets hardware, qu'on expérimente au travers du véhicule. Donc c'est un outil qui servira pour bien d'autres objets que ceux pour les lab fab en général, qui mettent en place ces méthodologies open source et open hardware. Actuellement, vous avez estimé le nombre de personnes qui sont sur ce projet à combien à peu près? Il y a un moyen d'estimer, parce que les gens ne viennent pas physiquement sur site, ou il y a des réunions, enfin je ne sais pas. Il y a des ateliers. Globalement, alors en termes de, ça c'est intéressant aussi, en termes de dynamique de projet, donc ça génère, actuellement doit être à peu près, je pense, pas loin d'une 50-100 personnes, je pense, sur le projet Campo SV. Du territoire ou pas seulement? Parce que finalement tout le monde peut s'en saisir. Du territoire, oui, tout à fait. Tout le monde peut s'en saisir. Actuellement du territoire. Rennes principalement à 70%, à 80%, 20% d'externe, région Bretagne en fait. Au niveau de la dynamique, je me rends compte que finalement il faut une rencontre au moins tous les 3 mois, un atelier, un bootcamp, et que... Voilà, ce qui est intéressant, c'est la liberté aussi d'échange entre les membres de cette communauté, qui fait que, par exemple, quand un événement n'arrive pas, il y a des petites réactions de certains, et rendues publiques, puisqu'on a une mail list, on communique via on s'est constitué une mail list, et voilà, les choses avancent, et on sent les motivations et... Alors pour pouvoir travailler comme ça, les points d'appui, quels sont-ils? Ou les freins que vous rencontrez, c'est quoi le plus compliqué? De faire travailler tout le monde ensemble, d'avoir les mêmes codes, d'être dans l'écoute, de ne pas précipiter les choses, de se remettre en question? Oui, les freins. Alors effectivement, c'est difficile de mettre en avant des règles ou des théories sur un mode de fonctionnement, dans le sens où, peut-être moins pour les entreprises, mais je pense en tous les cas pour l'environnement scientifique et universitaire, et on me l'a dit au moment de l'organisation du Campo SV, mais Valérie, c'est une nouvelle manière de faire, et bon, j'étais un peu étonnée sur la notion nouvelle, et effectivement, j'ai compris que finalement, précédemment, l'université n'avait pas ouvert d'espace tel que celui-ci. Ça bousculait un peu les codes. Organiser d'espace ouvert au public où on puisse prototyper ensemble. Ça bousculait un peu les codes. Ceci étant dit, donc, ils restent motivés, moteurs, et ont trouvé l'expérience fort riche au point de la maintenir et d'être animateurs aujourd'hui. Les freins sont plus complexe que compliqué en fait. C'est pas très compliqué. Mais c'est de l'humain. Voilà. Donc, mais c'est un peu complexe. Ça peut être complexe dans le sens où le facteur humain est très important. Et l'environnement aussi. L'environnement, le facteur humain donc, du projet en lui-même.
avec ces profils issus de divers milieux. Qui se sont jamais rencontrés par ailleurs, peut-être ? Absolument. La notion intergénérationnelle également, il peut y avoir des conflits de génération. Voilà. Alors, je pense, s'il y a un point important, c'est de rappeler les objectifs qui sont communs et qui ont fait que les personnes, ça c'est un point essentiel. L'environnement également peut être complexe, ça c'est pour tous les projets, puisque la réalisation d'un projet passe par la volonté également de l'environnement que ce projet existe. Bon là je dirais qu'on a été rassuré dès le départ dans le sens oui. où et de l'université et de la ville, de la métropole, donc là soutien... Absolument, absolument, qui nous ont donné, j'ai envie de dire, l'accord, la validation que c'était un peu la base de tout, parce que sinon et qu'il fallait expérimenter, qu'il fallait le faire, en tous les cas, qu'il fallait aller jusqu'au bout de la démarche. Et voilà, donc on le fait, on est dans le... La force des réseaux, quel est-il ? C'est important. Alors là, c'est très important, effectivement, la force des réseaux, en règle générale, pour tout ce qui concerne les Fab Labs, puisque ces espaces tiers regroupent des communautés, voire des communautés internationales. Il y en a certaines dans le Campo SV, même si elles sont représentées par une ou deux ou trois personnes sur Rennes et donc qui participent au projet Campo SV. Et ce sont des communautés, on va dire, underground, voilà, qui ne sont pas forcément visibles, des communautés liées au logiciel libre, qui au réseau des Fab Labs européens, au niveau national, qui au Hackerspace, mais également considérant que l'ensemble de ces communautés, on y retrouve également des universitaires, chercheurs ou enseignants-chercheurs et étudiants également. Ça donne de la force des fois quand on a un coup de mou, quand on se dit c'est compliqué, on va pas y arriver. C'est aussi la dynamique qui permet de rester. Voilà, cette dynamique, parce que en fait, et c'est ce qui est intéressant dans l'open source et open hardware, dans cette construction finalement collaborative constamment ouverte, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir une problématique donnée pour une brique technologique, pour l'élaboration d'un outil, un blocage, on va dire, technique qui permet d'avancer, qui freine tout le monde. Un des membres de la communauté peut, à travers le monde, trouver l'expert ou la technique qui aurait été expérimentée et validée quelque part dans le monde. C'est précieux, ça, parce que... Voilà, absolument. Et qui nous permettent de la reproduire et de faire avancer le projet, de débloquer Donc ça, c'est un des points essentiels. Importants aussi dans les dynamiques open source. Et d'avoir un chef d'orchestre, ce que vous faites un petit peu, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui soit à la tête de tout ça et qui... Voilà, alors c'est être dedans dehors, c'est être dedans aussi comme référent, faire en sorte que la dynamique soit maintenue, analyser les besoins, voir si ces besoins techniques, de prototypage, voir si ces besoins, étudier si ces besoins peuvent être résolus par un des membres de la communauté Campo SV, des prototypeurs existants, organiser des ateliers donc, ou s'il faut faire appel à une expertise extérieure, et si oui, comment on la fait, et on va la chercher. Oui. Donc anticiper, gérer, et se remettre en question aussi. Et puis, se remettre en question parce qu'on est sur un objet, on va dire, protéiforme, qui évolue. On a un objectif de véhicule, prototyper un véhicule pour le territoire Rennes Métropole de demain. On pense aller jusqu'à un véhicule autonome en énergie renouvelable. Bon, voilà, c'est des grandes idées, peut-être utopiques, mais qui motivent aussi. Et un projet, un bon projet, c'est un projet abouti. Donc pour vous, ce sera un bon projet si vous allez jusqu'au bout de la démarche, où on peut s'arrêter en cours en disant c'est pas le moment, ou là on a un frein trop important. En fait. Une fois qu'on a enclenché le processus. Une fois qu'on a enclenché le processus, il est lancé. Donc, pour ma part,
pense que le projet il est lancé, il ira jusqu'au bout, mais je perçois pas bien. Bien sûr, on n'a pas de la ligne d'horizon. J'aperçois le bout, mais... Alors, il y a d'autres projets sur lesquels vous travaillez aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Sur ce projet spécifique, sur la méthodologie, sur l'hybridation qui est mise en place, est-ce que vous avez des questions peut-être à poser sur les process, sur les difficultés, si vous-même vous avez mis en place des choses qui ressemblent? Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Pascal Tournier. Je voulais savoir quelle était la manière d'intégrer l'équipe. Comment se passe la contribution et la rétribution de la contribution? Alors, organiser l'équipe, c'est très intéressant. Lors du camp OSV, donc la toute première rencontre, où effectivement, alors on avait mené une réflexion en amont en fait à ce premier événement sur la manière d'organiser les ateliers, puisqu'un véhicule est complexe, il fait appel à plusieurs briques technologiques. Et on peut organiser de manière différente en fait des ateliers qui, juxtaposés les uns aux autres, vont venir former ce véhicule en fait à terme. Donc on a fait le choix. Alors on ne savait pas très bien comment allait se passer cet événement, donc il y avait une partie un peu improbable, comme un peu toujours avec ces espaces de prototypage. On avait fait appel à un facilitateur pour organiser ces ateliers et il s'avère que ça n'a pas du tout marché. Et donc ce sont les personnes présentes, l'ensemble des personnes présentes au camp OSV qui se sont organisées entre elles sous forme d'ateliers. Donc il y a eu 4 ateliers de conçus, un atelier dédié à la gestion d'une application numérique de gestion des batteries, puisqu'il véhicules électriques, ou en tous les cas qui intègrent des batteries. Donc mise en place, prototypage d'une application qui permette de lire, de mieux gérer les batteries. Prototypage d'un accélérateur manuel. Il s'avère que parmi les personnes présentes, il y avait une personne à mobilité réduite qui a participé à cet atelier, je pense ne serait-ce que par sa motivation à générer la construction de cet atelier. Donc là, cet atelier spécifiquement a été constitué du fait du besoin d'usage par un des prototypeurs. Donc il y a eu un atelier également sur l'idée d'un tableau de bord numérique contrôlable via son téléphone portable ou sa montre. Et également un 4e atelier qui était lui dédié à l'organisation du projet global, du système d'information, et qui notamment a permis de constater le manque d'outils, comme je vous en parlais il y a quelques minutes, sur comment l'élaboration de ce véhicule et une élaboration collaborative, donc la construction d'un outil. Au niveau de la rétribution, oui. L'ensemble des... Donc il y a un site internet, on a mis en place un site internet sur lequel on retrouve aujourd'hui donc la restitution des ateliers qui ont été donc les objets prototypés, la restitution de ces prototypes, qui a été donc des petites vidéos qui sont sur le site d'une part, et d'autre part on a mis en place un Framapad. Donc c'est un espace partagé ouvert où l'ensemble de la documentation du projet est accessible aux prototypeurs, enfin toute personne ayant le lien. On utilise le support GitHub où là ce sont des procédés de code, de mise en place de toute la documentation. À terme, on pense qu'il y a eu un wiki de créer. On a créé un wiki OS Véhicule qui a été créé par un des prototypeurs du camp OSV et qui sera alimenté régulièrement au fur et à mesure de notre avancement et des documentations qu'on pourra apporter en fait. Excusez-moi, sur la partie rétribution, ce que j'attendais, c'est des gens qui travaillent bénévolement. Ah pardon, oui, alors tout à fait, c'est de l'investissement personnel, je le constate. Voilà. Qu'est-ce qui... En fait, que ce soit les chercheurs, les enseignants, les entrepreneurs, quel que soit le profil, visiblement ces personnes s'enrichissent lors de ces rencontres.
dans les méthodologies, parce qu'on est créateur de méthodologies également, on est créateur d'outils. Donc effectivement, c'est professionnels ou futurs professionnels ou chercheurs qui vont donc transmettre également à ces futurs professionnels, créer aujourd'hui des outils qui seront utilisés à moyen court terme dans un environnement économique. Donc ça, ils sont, comme ce sont eux qui le construisent, ils seront d'autant plus agiles à l'utilisation de ces outils dans un deuxième temps, d'une part, et d'autre part, l'enrichissement, une sorte d'auto-formation par la rencontre avec une autre discipline. Ça, c'est très fort, très très fort. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions, choses que vous aimeriez éclaircir? Ah, du coup, ça suscitait beaucoup de réactions. Monsieur. Oui, bonjour. Jean-Philippe Montes, Université Bretagne-Loire. J'avais une question qui rejoint un peu celle de monsieur. Au niveau de l'articulation au jour le jour du projet, vous expliquiez qu'il y avait, que c'était très pluridisciplinaire. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y avait une méthode pour articuler les différentes compétences? Est-ce qu'il y a des groupes de travail qui se sont organisés plutôt sur, selon les différents aspects? Est-ce qu'ils se sont organisés en équipe ou... Tout à fait. Ça se fait en fait naturellement, dans le sens où l'objectif à atteindre fait que la communauté s'organise, en fait, enfin, le groupe, l'équipe s'organise lors d'un événement sous forme d'atelier, et également dans la vie de tous les jours. Je dirais que là, actuellement, il y a deux ateliers principaux qui se sont créés. Un atelier qui est dédié à l'organisation du système d'information et de conception hardware du véhicule, qui est plus véritablement porté sur les aspects mécaniques et mécatroniques du véhicule, et un autre axe qui est plus orienté sur l'électronique embarquée et l'électrique embarquée, sachant que le premier axe dédié au système d'information intègre les données d'information de l'électronique et de l'électrique. Donc, mais en tous les cas, voilà les deux axes. Ces axes sont évolutifs, dans le sens où si on va aller jusqu'au bout du prototypage du véhicule, à un moment donné, et dès le départ, on a pourtant aujourd'hui des prototypeurs sur la partie hardware, mécatronique et mécanique. Les designers sont présents, au même titre que les mécaniciens, que les mécatroniciens, que les physiciens, qui sont intéressés également par des aspects de récupération d'énergie, de la cinétique, etc. etc. Voilà, c'est en fonction la notion de motivation personnelle est très importante. Donc, je dirais que c'est le groupe qui s'organise. Charge à moi, effectivement, de constater si à un moment donné, il y a un groupe, moi j'observe ce qui se passe. Et que, voilà, peut-être qu'il faudra réguler, réouvrir, recréer un événement un peu médiatique pour ramener d'autres, je ne sais pas, mais pour le moment ça fonctionne plutôt bien naturellement. Mais juste, vous allez me confirmer si je comprends bien, c'est plus une organisation qui émerge spontanément par la pratique, oui, que quelque chose de planifié. Absolument, absolument, tout à fait. Okay. Ça émerge par la pratique, il n'y a pas d'organisation. C'est le premier projet du Lab Fab de l'université. Donc, dans ce contexte-là aussi, on souhaite expérimenter, et y compris dans les méthodologies. Donc, du coup, on se réserve le droit de... On écrit sur ces méthodologies, on les documente également dans nos procédés, ce qui nous permet, dans un deuxième temps, de valider ce qui a fonctionné ou pas, et de construire aussi une méthodologie dédiée à la gestion et l'organisation de ces projets. Merci. Voilà. Oui, absolument. Ça suppose de l'agilité, de l'acrobatie, de s'adapter, d'être dedans, dehors. Voilà. D'être à l'écoute, beaucoup d'écoute et d'analyse en fait. Comme les groupes sont autonomes, comment est-ce que vous faites pour que ça parte pas dans tous les sens ?
que vous ayez un groupe qui ait une idée et qui parte vraiment loin dans son projet sur un truc qui va pas forcément être utile tout de suite? Alors, non. Bien au contraire, parce que vous venez de le dire dans votre question, à savoir, même si ça ne va pas servir tout de suite. Donc, quand bien même ça ne va pas servir tout de suite, ça va servir à un moment donné. Et que le rappel de l'objectif commun est tellement moteur, en fait, que de toute façon, il y a eu des ateliers organisés par un prototypeur le week-end dans un endroit donné sur Rennes avec un seul tweet passé le mercredi pour un atelier le samedi sur un sujet qui n'avait pas été du tout discuté ou échangé de manière collective avec l'ensemble. Et c'est très bien que ça fonctionne aussi comme ça et que les éléments d'information, les techniques ou les prototypages effectués durant cet atelier vont venir enrichir le projet global. Donc, bon, voilà, ça fait partie du projet également. Et les interactions entre les différents groupes, donc par exemple entre la mécanique, mécatronique et l'électronique, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils se rencontrent pour que ça marche entre eux. Oui. Comment est-ce que ça se fait? Parce que du coup, il faut aussi, au niveau timing, qu'ils arrivent en même temps au point où il faut qu'ils se rencontrent. Oui. Alors en fait, c'est ce qui fait notre nécessité et notre constat d'organiser un système d'information, de construire. Là, on est en train de construire une plateforme numérique, un système d'information numérique où on retrouvera l'ensemble des informations disponibles pour l'ensemble des briques technologiques en cours dans tous les ateliers. Donc ça, c'est déjà un point. Et sinon, en dehors de ça, donc ça, c'est un outil numérique. Chacun peut prototyper à distance et améliorer les prototypes au fur et à mesure et communiquer les informations sur cet outil. Enfin, en tous les cas, on est en train de le construire, on ne l'a pas encore expérimenté. Et sinon, ce sont les événements. Organiser des événements. Donc, il y a des ateliers sur des sujets spécifiques qui sont en règle générale des briques technologiques et les événements plus importants que sont les bootcamps qui regroupent l'ensemble des ateliers. La rencontre physique est importante et nécessaire. Pendant au moins 2 jours que les personnes puissent se retrouver, échanger tous ensemble. Oui. Oui, je voulais savoir, là on voit bien que c'est des projets qui s'adressent avec un objectif de rendre à la communauté oui. À chaque fois. Et je me demandais, est-ce qu'on a des expériences peut-être avec le MIT de projets qui ont été développés de manière collaborative, donc c'est des gens qui ont donné leur énergie, leur temps, sans attente de rétribution financière ou autre, qui ont gagné dans leurs échanges, etc. Oui. Est-ce qu'on a l'expérience de projets qui après sont repartis dans un modèle plus économique, avec d'autres objectifs, c'est de faire de l'argent pour énumérer d'autres gens. Bon, là, c'est quand même un petit peu l'objectif, dans le sens... Enfin, l'objectif, ça fait partie de l'environnement, à savoir... Tout cela est fait à un but... Là, le prototype d'un véhicule, c'est aussi... Et de l'ouvrir, c'est donner la possibilité, à des... Puisque ça, c'est mon cœur de métier. Je travaille quand même pour la recherche scientifique, et donc sciences dures, mais également recherche applicative, et de plus en plus recherche applicative. Enfin, les chercheurs on leur fait appel pour des objectifs économiques, donc recherche applicative. Le fait d'avoir une base technologique ouverte pour les chercheurs, c'est aussi de pouvoir expérimenter leur recherche applicative, leur technologie mise au point, et que celle-ci soit transférable au champ économique de manière beaucoup plus rapide. Donc c'est accélérer en fait le processus dédié au transfert de technologie. Dans ce transfert de technologie, pour les chercheurs, c'est d'être aussi plus pragmatique ou plus efficace dans la transmission de ces informations orales, écrites, liées à la technologie auprès d'un public non scientifique, qui est une entreprise ou autre, tout simplement parce qu'elle aura cet objet commun qu'est le véhicule pour tester sa technologie. Donc ça, c'est un point. L'autre point, c'est que c'est le principe de l'open source. Globalement, moi je prends l'exemple de la recette de la blanquette de veau, parce que je fais une très bonne recette de blanquette de veau et que je ne vous en donnerai pas le secret. Parce que la blanquette de veau, elle est, vous la retrouvez dans
tous les livres de recettes traditionnelles françaises, et que probablement que la mienne est très bonne et que je pourrais en faire un commerce. Mais donc je vous en donnerai pas le secret. Voilà, ça c'est intéressant aussi en matière de dynamique, à savoir que économiquement également, qu'est-ce qui va créer l'économie? C'est la valeur ajoutée en fait. Sachant que la base d'information ouverte vous permet, voilà, de vous approprier des technologies, de s'en saisir et de l'améliorer et d'en faire une économie. Voilà, puisque de nombreux restaurants sur la place publique vivent de la blanquette de veau. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions? Ils protègent leurs secrets, voilà. Oui, une dernière et puis après nous concluons. Je vais juste, pour terminer, c'est aussi le principe de la concurrence, tout simplement. C'est-à-dire que, alors je l'ai connu avec les métiers d'art, notamment des entreprises qui étaient en voie de disparition, l'exemple des chaumiers, les toits en chaume, et ils souffraient d'un manque de concurrence. La concurrence stimule l'existence sur le marché, stimule la clientèle tout simplement à observer, à voir le produit et donc à s'en emparer. Et la concurrence permet d'améliorer qualitativement également les produits ou les services. Et ça, en matière d'innovation, c'est intéressant. Voilà. Donc vous avez dit qu'il n'y avait pas de coordination, de supervision ou de hiérarchie. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez redire quel est votre rôle dans le projet, au jour le jour? Alors, il n'y a pas de hiérarchie dans le sens où le projet existe parce qu'il y a un investissement collectif. Par contre, effectivement, il y a quand même une coordination. La coordination passe par l'organisation des ateliers, analyse, observation, analyse des besoins et en fonction des besoins, si ceux-ci ne sont pas rapidement satisfaits par le groupe, d'organiser, de trouver la manière de répondre aux besoins, soit en faisant appel à une expertise extérieure. Là, on a fait un petit recrutement de 6 mois d'ingénieurs de recherche pour aller juste un peu plus vite, parce qu'on a un travail conséquent à faire par la mise en place de cet outil d'information. Et pour préserver la dynamique du groupe, ce travail est tellement conséquent que voilà. Donc la charge à moi d'aller chercher, de me débrouiller pour avoir le financement qui permette de recruter cette personne, faire appel à des expertises extérieures, c'est de nouveaux collaborateurs. Communiquer aussi les éléments d'information et les informations qui vont permettre à chacun de mieux s'approprier les processus, considérant que nous ici en France, voire en Europe, j'ai fait quelques... je suis allée dans quelques Fab Labs là, au sein de l'Europe et on n'est quand même pas très agile avec les méthodologies open source et open hardware. Donc là, lors du camp OSV, j'ai fait ce constat et collectivement on a fait ce constat, les différents prototypeurs présents, d'un manque d'informations sur les méthodologies open source et open hardware. Donc là, on organise une conférence internationale début février, le 8 février. À quel endroit ? À Rennes, au Diapason à Rennes, de façon à ce que chacun s'approprie ces méthodologies. Donc avec un professeur MIT, informaticien, un économiste qui est de l'université Paris Diderot, qui s'est spécialisé sur les méthodologies open source et open hardware, et un juriste italien qui lui est intervenu auprès de l'Europe, qui intervient beaucoup auprès de l'Europe sur ces méthodologies, puisque l'Europe, sur cette programmation 2014-2020, appuie et soutient les méthodologies open source, on va dire, la dynamique dédiée à la dissémination des savoirs auprès du grand public. Le transfert des connaissances du monde universitaire et recherche vers... Donc on a un environnement favorable là. Voilà, absolument. Pour que ça avance plus vite. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Non, nous allons conclure. Valérie, merci de votre témoignage. Je vous remercie. On pourrait dire innover, oui, mais pas n'importe comment, pas n'importe quelles conditions. Oui, voilà, c'est ça. Ça demande de la rigueur, en même temps de la souplesse, puisque tout l'intérêt de ces rencontres, c'est que les personnes puissent prendre du plaisir. Et le plaisir est aussi facteur de création, d'innovation, de laisser les personnes vivre leur prototypage comme elles l'entendent, et en même temps d'être rigoureux sur la méthodologie, parce que on ne peut pas faire autrement non plus. Non plus. Il y a besoin d'un cadre. Il y a besoin d'un cadre. Et si ces projets permettent du développement économique, du développement social, du développement culturel, bien tant mieux. L'objectif est atteint dans ces cas-là. Voilà, on verra. Mais en Parfait. tous les cas, on essaye de... C'est aussi se donner les moyens, c'est-à-dire en temps et en outils, de le faire bien, quoi. Parfait. Merci beaucoup Valérie. On peut poursuivre... Vous pouvez poursuivre cet entretien dans les espaces où vous restez ici, de toute façon. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup.